bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement. Les débats publics, est-ce du vent? C'est la question du jour et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Léry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Commission nationale du débat public et ancien préfet. Et Daniel Ibanez, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste des procédures collectives, dirigeant d'un cabinet de conseil et vous êtes connu pour votre lutte contre le projet de ligne à grande vitesse reliant Lyon et Turin. Alors c'est bien parce que les projets d'aménagement se heurtent de plus en plus à l'opposition de la population qu'est née la procédure du débat public. Elle est censée permettre aux citoyens de s'exprimer sur l'opportunité d'un projet d'aménagement porté par un maître d'ouvrage. Pourtant, beaucoup doutent de son utilité, voire sont méfiants. C'est le cas de Françoise Vercher, la porte-parole du CETPA, le collectif des élus doutant de la pertinence du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes allés l'interviewer au Salon du Livre des lanceurs d'alerte à Paris. Je crois vraiment que l'organisation des débats publics en France est faite pour donner une apparence de démocratie. C'est-à-dire que l'on aborde bien tous les sujets pendant le débat public, mais en réalité, on ne peut pas infléchir la décision qui a été prise en amont de réaliser tel ou tel investissement. En fait, on peut intervenir sur les modalités de réalisation, mais pas sur l'utilité même du projet. Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'est clair, au moment du débat public de 2003, on n'a pas du tout étudié l'alternative qui consistait à rester à Nantes-Atlantique, l'aéroport actuel, et à le moderniser. On est parti du principe qu'il fallait un aéroport avec 2 pistes et qu'il fallait partir. Je peux vous donner aussi un autre exemple plus récent, mais qui est lié aussi à l'organisation des débats publics. Il y a eu un débat public sur les liaisons nouvelles ferroviaires en Bretagne et Pays de Loire. Les objectifs mêmes ont été contestés par la population. La Commission nationale de débat public a d'ailleurs rendu un rapport disant qu'effectivement les objectifs avaient été contestés. Eh bien aujourd'hui, on est dans la phase de poursuite du débat et SNCF Réseau ose affirmer que les objectifs ont été validés. Et donc, on est de nouveau dans comment est-ce que maintenant on va réaliser. Donc, il y a en France un leurre qui est celui qui voudrait que la décision même de réaliser une infrastructure puisse être partagée avec la population. Alors, ce que nous dit donc Françoise Vercher, c'est que l'utilité publique de l'aménagement n'est pas entendue, seulement ses modalités. Pourtant, la définition même du débat public, c'est de permettre aux citoyens de s'exprimer sur l'opportunité de ce projet, Christian Léry? Absolument. Absolument. La commission des débats publics a été créée par la loi Barnier en 1995 et c'est devenu une autorité administrative indépendante en 2002. Et l'objectif, effectivement, c'est d'avoir un débat bien en amont de l'enquête publique, puisqu'au moment de l'enquête publique, tout le monde sait qu'effectivement, les choses sont à peu près ficelées, comme l'on dit. Et donc, le débat public est là pour être suffisamment en amont, au moment où il y a des alternatives, et le débat doit porter sur l'opportunité des projets. Donc ça, c'est un point qui est pour moi tout à fait fondamental. Alors, il est exact qu'il arrive qu'un certain nombre de projets soient très avancés, mais je l'ai dit à de nombreux... Qu'est-ce que vous voulez dire par très avancé? Où le débat sur l'opportunité est un peu, comment dire, un peu biaisé d'une certaine manière. Hein. Et donc, moi, j'insiste beaucoup pour dire que nous ne lancerons plus de débat public lorsque tout semble décidé pour les citoyens. Alors, cette question d'opportunité est d'ailleurs un peu complexe. Je suis d'accord avec ce que disait Mme Vercher, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un débat au moment où rien n'est décidé. C'est une bonne nouvelle. Où rien n'est décidé. Et où il y a des alternatives possibles, ou également la possibilité de ne rien faire. Ça, c'est un point qui est tout à fait important. Or, ça n'a l'air d'être jamais la question cruciale, c'est de faire ou ne rien faire. Alors, si vous voulez, moi je pense qu'il faut quand même revenir au fondement du débat public. Vous étiez préfet, et je pense qu'il faut rappeler un texte seulement. C'est que les citoyens ont le droit d'apprécier la nécessité de la contribution publique et d'en suivre l'emploi. C'est un texte un petit peu ancien, ça date juste de 1789, c'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ce texte-là est le préambule de la Constitution française. Et donc, tous ceux qui engagent la contribution publique, sans rapporter la preuve de l'utilité publique, bafouent ce texte fondamental de la République et de la démocratie. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important parce que c'est fondamental. On
parlait tout à l'heure de la loi Barnier, il y avait la circulaire Bianco avant qui rappelait ce principe. Ce qu'on constate dans un premier dossier, qui est celui du Lyon-Turin, vous avez eu l'amabilité de rappeler que je m'y intéressais, c'est que pour un texte créé en février 1995, dont le décret d'application date du 10 mai 1996, le Lyon-Turin a fait l'objet d'une première enquête publique en 2006 sans débat public. Plus de 10 ans après, pas de débat public. Pourquoi pas de débat public, Christian Léry? Alors, sur le Lyon-Turin, il y a une association environnementale qui a saisi la commission des débats publics, qui n'était pas encore à l'époque autorité indépendante, en 1999. Et en 1999, il se trouve qu'il y avait une décision ministérielle qui fixait un certain nombre de caractéristiques de ce projet, qui datait de 1994 et 1995. Non, qui datait de 10 jours, la publication, 10 jours avant la publication du décret. Sur ce point précis, il y a un courrier de Mme Voynet, qui était à l'époque le ministre de l'Environnement, président de la CNDP de l'époque, qui indiquait que les caractéristiques étant définies, il n'était plus possible de faire un débat public. J'ajoute que depuis lors, la partie française a fait l'objet, en 2013, j'ai eu quelques courriers de M. Ibanez, et donc la déclaration des publics a été faite, et donc évidemment il n'y a plus lieu de débat public. J'ajoute enfin que la CNDP ne peut pas s'autosaisir. Qu'est-ce qui justifie la saisine de la CNDP? Aujourd'hui, en l'état actuel, jusqu'au 31 décembre, la CNDP ne peut être saisie que par les maîtres d'ouvrage. Pour tous les projets d'équipement ou d'aménagement du territoire importants de plus de 300 millions d'euros, entre 150 et 300 millions d'euros, le maître d'ouvrage doit publier le projet dans la presse, et donc 10 parlementaires, une région, un département, un EPC, une commune, une association d'intérêt national peut nous saisir. Non. Mais donc la CNDP ne peut pas s'autosaisir. Par contre, effectivement, il y a un principe qui rejoint ce que disait Mme Verchères tout à l'heure, c'est-à-dire que le débat public, il est en amont de la décision. Et donc, au moment où la CNDP a été créée, lorsque les choses étaient déjà suffisamment avancées, suffisamment décidées, il ne pouvait pas y avoir de débat public, puisque, en réalité, les décisions étaient déjà prises. On est encore sur la formule que déjà Corinne Lepage disait dans les années 90, ce sont des gadgets, les débats publics. Écoutez, c'est simple, la décision publique, alors tout à l'heure on a employé le mot opportunité, vous voyez, est-ce qu'il y a une opportunité de faire un projet? En fait, on s'aperçoit qu'on ne discute jamais de l'opportunité, comme d'ailleurs l'imposerait normalement la Déclaration des droits de l'homme. Mais des modalités. Mais des modalités, c'est-à-dire qu'on vous donne le choix entre une blanchisserie industrielle A, une B, une C. Vous choisissez entre les trois, mais vous n'avez pas le droit de dire « Non, mais moi j'ai déjà une machine à laver chez moi, j'en veux pas de vos histoires. » Vous voyez, ça n'existe pas. Moi, mais je vais juste essayer de terminer. En fait, ce qui se passe, c'est que la chaîne de décision, elle est très très claire, si vous voulez. En fait, vous avez une prise de décision qui est progressive et qui est en pratique irréversible. D'accord? Tout le temps. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On a déjà des schémas directeurs qui sont en théorie non contraignants, mais qui en pratique sont déterminants. Vous avez des annonces qui tiennent lieu de décisions de principe. Vous avez des multiples petits pas qui ancrent le projet. Vous avez un financement de l'infrastructure qui est défini tardivement, en violation de l'article 4 du décret de 97 pour ce qui est de Réseau Ferré de France, par exemple, et d'ailleurs de la dernière décision du Conseil d'État du 15 avril 2016. Vous avez en fait vous voyez, des petits pas comme ça qui sont faits tout au long du projet, mais bien en amont du débat public. Et après, en fait, on vous dit à chaque fois, on vous sert l'irréversibilité. Et donc là, on a un vrai problème. Je vous lis quelques étapes qui sont rédigées là. Mais vous voyez, ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, vous engagez l'irréversibilité. Je vais vous donner un exemple puisque vous nous disiez en préparation de cette rencontre qu'il fallait des exemples. En 2003, vous voyez, j'ai ici un petit fascicule qui reprend tous les rapports de l'État français, de la haute administration, Conseil général des ponts et chaussées, Inspection générale des finances, tout le monde a dit le Lyon-Turin, il ne le faut pas. Lyon-Turin qui est le Lyon-Turin qui est un projet à 30 milliards d'euros. Monsieur Léric nous donne une raison de forme pour lequel on ne peut pas. Vous pensez qu'il aurait fallu un débat public sur le Lyon-Turin? Ce débat n'a pas eu lieu. 15 ans après la détermination, même 20 ans après la détermination de quelques caractéristiques qui ont d'ailleurs été complètement modifiées pour un aspect de forme, alors que c'est un projet à 30 milliards d'euros. En quoi on a respecté la forme? Ici, vous avez tous les services de l'État qui vous disent « on ne fait pas ». Et vous avez Louis Besson, père du projet, qui va voir Jacques Chirac en 2003 et qui lui dit « Monsieur, il faut faire, car
c'est notre intérêt, et vous avez d'ailleurs son interview. Est-ce que les conflits d'intérêts gênent la tenue des débats publics? J'ai beaucoup d'exemples où, à la fin d'un débat public, les projets ont été arrêtés. Je peux vous citer, cantonnement autoroutier de Bordeaux, le projet est arrêté. Cantonnement autoroutier de Toulouse, le projet a été arrêté après le débat public. Cantonnement autoroutier de Nice, le projet a été arrêté. Projet de terminal méthanier au droit de Royan, le projet a été arrêté. Et il y a beaucoup de projets où les projets continuent, mais en étant modifiés de manière extrêmement significative. Donc, si vous voulez, parce que M. Ibanez parlait de 1789, mais depuis lors, si vous voulez, la France a signé la Convention d'Aarhus, qui est un principe vraiment très très important, qui indique notamment, et par ailleurs ensuite il y a une directive européenne, et ensuite en 2005 il y a la charte de l'environnement de valeur constitutionnelle, c'est-à-dire le plus haut niveau dans l'échelle des lois de notre pays, qui impose la participation des citoyens aux décisions publiques. Et donc nous veillons, bon, donc en l'état actuel, il y a des choses qui vont évoluer fortement, on y reviendra, mais en l'état actuel, nous ne pouvons pas nous autosaisir. Nous, on est une institution indépendante, mais on est dans l'état de droit. Donc, on respecte évidemment l'état de droit. Et donc, on est saisi par des associations ou autres. Mais il est clair que les principes, moi j'ai bien connu, j'étais un des auteurs j'ai travaillé avec M. Bianco bien en amont. Notre objectif, c'est de faire des débats lorsque, justement, les citoyens peuvent s'exprimer pour éventuellement dire le projet, on l'arrête ou on le modifie de manière significative. Est-ce que si vous m'y autorisez, juste Daniel Ibanez, c'est ça, on est assez d'accord sur le principe. Simplement, M. Ibanez dit ceci n'est pas appliqué toujours. Alors là, on parle de la tenue, mais le déroulement, moi je veux revenir sur le déroulement du débat public. Je voudrais juste vous donner une précision. Le texte que je vous ai lu tout à l'heure, sur ces petits pas, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Cour des comptes. Ce que je viens de vous lire, c'est la table des matières du rapport du 23 octobre 2014 sur la grande vitesse de la Cour des comptes. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, on est bien d'accord, c'est le fait d'avoir deux intérêts ou d'avoir pris parti, l'impartialité pouvant être une des bases du conflit d'intérêts. Parlons justement du débat public. On ne peut pas parler de conflit d'intérêts quand un responsable politique défend des projets. Non, mais laissez-moi terminer. Mais qu'il arrive à le faire passer dans son sens, est-ce que c'est un conflit d'intérêts? Tout ça ne correspond pas vraiment. Ce sont pour vous des fantasmes, des mythes? Non, mais ça, c'est pas des conflits d'intérêts. Non, mais je n'ai pas parlé de politique. Je vais vous donner un exemple. Il a parlé du maire de Chambéry tout à l'heure. Non, mais c'est pas à ce propos que je veux parler de conflit d'intérêts. Vous avez mené le débat public sur la ligne Bretagne-Ouest. Absolument. D'accord? Donc le projet, 3 machines à laver, là encore, une qui passe par Châteaubriand, l'autre qui passe par Notre-Dame-des-Landes, ça tombe bien, et la troisième qui passerait par la ligne existante. Et donc vous avez ordonné, enfin, ou en tous les cas mis en place, pardon, une commission d'experts indépendants pour pouvoir travailler sur ce dossier. À la demande notamment de Mme Vercher. J'ai ici la copie du site de la CNDP et d'Europe Écologie Les Verts. Essayez d'être clair pour qu'on comprenne. Je vais juste finir. Donc, vous avez nommé M. Abraham. M. Abraham était le directeur général de la Direction générale de l'aviation civile. C'est donc lui qui a créé ce projet de Notre-Dame-des-Landes. Et vous avez une des lignes, un des projets, retenu d'ailleurs, qui passe par Notre-Dame-des-Landes. C'est quand même extraordinaire. Vous le saviez qu'il était là, puisque quand vous étiez à la Direction générale des routes, M. Abraham était déjà avec vous au ministère. On va laisser Christian Léry répondre. Pour reprendre ce qu'il disait M. Ibanez. Je crois qu'il est important. Il y a des maîtres d'ouvrage qui présentent des projets. Je crois que pour les citoyens, il est important d'avoir un point de vue d'expert différent du maître d'ouvrage. Et donc c'est pour ça que moi je développe ça n'est pas du conflit d'intérêts. Je développe beaucoup les contre-expertises. Chaque fois, on est en train d'en faire d'ailleurs sur le métro de Toulouse, où il y a des associations, des riverains qui nous ont proposé des solutions alternatives, on développe des contre-expertises. Pour l'affaire de la liaison entre Nantes et Rennes, on nous a demandé de contre-expertise. La CNDP, nous avons décidé de faire une contre-expertise. Et pour trouver des experts compétents et indépendants, si vous voulez, il faut trouver tout de même des hommes de l'art, d'une certaine manière. D'accord. Hier soir, j'étais avec Irène Frachon, c'est pareil pour les labos pharmaceutiques. Mais si vous voulez, ces études, par ailleurs, l'indépendance, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'a pas de grand sens en tant que tel.
Pour les contre-expertises, il y avait une équipe de 3 ou 4 personnes qui intervenaient. Monsieur Abraham, qui est une personnalité absolument éminente, absolument reconnue sur les études socio-économiques, était accompagné d'un certain nombre de personnes. De deux autres personnes. Et donc l'indépendance, si vous voulez, c'est comme la CNDP. Oui, mais dans la déontologie de la CNDP, le public est très attaché à la neutralité, à l'impartialité, à la transparence. L'ancien directeur général de la DGAC qui vient faire le choix, ou en tous les cas faire des analyses sur un des projets qui passe par Notre-Dame-des-Landes. Pour vous, c'est du conflit d'intérêt. Pour vous, c'est un expert légitime pour vous. La question n'est pas... Non mais, attendez, excusez-moi, je pense qu'il y a une confusion totale. La question n'était pas un problème d'aéroport ou pas d'aéroport. La question était de savoir quelle est la meilleure solution pour faire Nantes-Rennes en voie ferrée, selon qu'il y a un aéroport, selon qu'il n'y a pas d'aéroport. Donc, M. Abraham a travaillé sur la question suivante. S'il y a un aéroport, quelle est la meilleure solution pour aller de Nantes à Rennes? S'il n'y a pas d'aéroport, quelle est la meilleure solution pour aller de Nantes à Rennes? La question de l'opportunité de l'aéroport Notre-Dame n'était absolument pas la question. Alors, nos téléspectateurs pourront aller sur les sites voir toutes ces informations, mais juste un élément de réponse sur le vent, si vous voulez. Il y a des choses qui sont absolument essentielles. C'est que dans ce débat public, qui a eu lieu en 2014, fin du débat public en 2015, il est intervenu un rapport, puisque c'est une ligne à grande vitesse, un rapport de la Cour des comptes qui date du 23 octobre 2014. Il n'a pas été versé au débat par la CNDP. Et ça, c'est un problème, parce que vous comprenez que tout, et je le dis d'ailleurs, je suis aussi l'auteur d'un livre, mais donc vous estimez que les outils républicains sont mal la première chose qui est nécessaire dans notre République et notre démocratie, c'est la confiance. Je suis l'organisateur du Salon des livres et de l'alerte, donc je vous le dis, la confiance est extrêmement, est absolument quand la Cour des comptes émet un avis sur un projet, il faut au moins le dire aux citoyens, il faut au moins le verser au débat. Pourquoi vous n'avez pas versé ça au débat? Je crois que ce rapport était connu. Hein, il n'a pas été versé au débat par la CNDP. Non mais la CNDP, non mais moi je suis d'accord. Un des principes fondamentaux, c'est que c'est d'ailleurs le principe d'Aarhus et puis la charte de l'environnement, c'est que toutes les informations doivent être rendues disponibles pour les citoyens. Donc nous systématiquement, chaque fois, alors il peut y avoir, moi je ne sais pas tous les rapports qui peuvent sortir sur tous les projets de Français de Navarre, mais effectivement, nous veillons à mettre à la disposition des citoyens tous les documents qui sont à notre connaissance. Alors, juste pour revenir, le credo de la CNDP, c'est aussi de faire comprendre aux citoyens que plus ils vont participer, plus ils auront la possibilité de juger. Et également, c'est très important de donner aux citoyens la possibilité d'avoir une expertise différente de celui du maître d'ouvrage. Parce que le maître d'ouvrage est toujours, effectivement, dans la posture de faire avancer son projet. Et le citoyen a le droit d'avoir des points de vue d'experts différents du maître d'ouvrage. Ça, c'est un point central. Par contre, on a assisté à des débats où donc, il y a eu des boycotts de plusieurs mouvements. C'est le cas de CIGEO, le projet d'enfouissement nucléaire à Bure. Donc lors du deuxième débat public, il y a eu un large boycott parce qu'ils se sont sentis, je rapporte moi qui ai travaillé sur ce dossier, qu'ils ont été bernés parce que lors de le premier débat public, ils avaient formulé le fait qu'ils rejetaient l'enfouissement et préféraient le stockage en surface. Or, lors du deuxième débat public, on leur a donc demandé des questions sur les modalités d'enfouissement, chose qu'ils avaient rejetée. Comment vous faites après pour donc donner du crédit à ces débats? CIGEO, je peux parler de CIGEO, puisque là j'étais à la CNDP au moment de CIGEO. Si vous voulez, il y a eu un débat dans les années 2005-2006 sur le principe de stockage des déchets radioactifs à haute activité. Bon, c'était un débat qui s'est pas mal passé. Et à la suite de ce débat, il y a eu une loi de 2006. La loi de 2006 a prévu effectivement que c'est la solution à Bure de stockage profond dans l'argile à 50 mètres de profondeur, et réversible, oui, qui avait été retenue. Et donc, et la loi indiquait que effectivement, là c'est la loi qui l'imposait, qu'il y a un nouveau débat public. Et donc il y a un certain nombre de gens qui ont considéré que la décision ayant été prise, on n'était pas dans la situation du débat sur l'opportunité, puisque non seulement il y avait eu un débat sur le principe en amont, et que la loi avait fixé le débat. Et donc il y a un certain nombre de grandes associations, comme Greenpeace, Sortir nucléaire, qui ont dit c'est un débat qui n'a pas sa raison d'être, et donc ils ont empêché le débat. Ce que nous avons fait, le débat c'est tout de même, il n'y a pas eu de réunion publique qui a pu se tenir, effectivement, puisque les opposants, certains opposants, empêchaient même les opposants au projet de s'exprimer. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un certain nombre de débats interactifs sur Internet. Il y a eu des questions-réponses, il y a eu des réponses aux questions, de nombreuses interventions, et on a fait une opération qui a été extrêmement positive,
qui est une conférence de citoyens. C'est quelque chose qui est très développé en Europe du Nord, qui a consisté à prendre 17 citoyens qui ont été formés de manière contradictoire sur tous les sujets pendant 3 week-ends et qui ont remis une contribution à la fin de 12 pages, signée par les citoyens formés pendant un certain nombre de semaines et de mois, document qui a été jugé comme extrêmement pertinent par le président de l'autorité de sûreté nucléaire et dont je dois dire également que ceci, plus le débat qui a eu lieu, a été largement pris en compte dans... mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai d'abord demandé qu'est-ce que vous dites aux citoyens qui ont participé au premier débat public et n'ont pas vu donc leurs souhaits rapportés lors du second débat public. Non, mais si vous voulez, le principe de la démocratie participative... Donc, comment vous défendez l'instance que vous présidez? Le mot participatif ne vaut pas avec démocratie. La démocratie, c'est par le peuple et pour le peuple. Il n'y a pas besoin de participer, c'est dedans, le mot. C'est vrai, non, mais il n'empêche que le débat public... Nous, la CNDP, si vous voulez, nous ne donnons pas d'avis sur les projets. Nous ne sommes pas des commissions d'enquête. Les commissions d'enquête donnent un avis sur les projets, nous ne donnons pas d'avis sur les projets. Nous sommes là pour que les citoyens soient informés de manière complète sur l'ensemble des données qui peuvent intéresser le projet. Sans leur donner le rapport de la Cour des comptes. Non, mais ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Après, c'est un échelon supérieur que du coup, la Cour des comptes n'est peut-être pas écoutée. Et ensuite, pour que les citoyens participent aux décisions. Mais il est clair qu'ensuite, il y a tout de même des autorités qui sont là pour décider. Alors, c'est parfois, ça peut être le Parlement. Ça, c'est un autre débat qui est aussi assez important. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question, parce que du coup, vous faites partie... Donc, le Lyon-Turin, vous le classez avec EuropaCity, CIGEO, Notre-Dame-des-Landes, comme donc la catégorie des grands projets inutiles imposés. Alors, vous avez fait partie donc d'un collectif, justement, qui a émis des propositions pour moderniser qui a été auditionné par le public. CNTE, par la commission spécialisée, qui avait souhaité celui qui l'a souhaité, c'est Monsieur Hollande. Monsieur Richard l'a présidé. Donc Monsieur Hollande, après la mort de Rémi Fraisse, dont il faut honorer la mémoire, et je rappelle que c'est le plus gros mensonge d'État après Tchernobyl, puisque l'État, pendant une semaine, a essayé de faire croire que ce jeune homme était violent, ce qui est faux. Ce que nous avons fait à 12 mouvements, c'est présenter pendant plus de 6 heures une plateforme. Mais vous voyez, là encore, il y a des difficultés. Moi, je suis un opposant au Lyon-Turin parce qu'à un projet pharaonique, nous opposons des solutions de bon sens concrètes et économes avec l'utilisation de la voie existante. Face à moi, j'avais une rapporteure de la commission. Vous la connaissez, vous y étiez. Elle s'appelle Marilyn Meau. Elle est administrateur de Lyon-Turin Ferroviaire, qui, dans cette commission, m'a dit « Attention, elle est rapporteure ». Mais elle est aussi administrateur de Lyon-Turin Ferroviaire, déjà nommée depuis le mois de février. Personne. Juste une seconde. Une deuxième personne était présente, le cabinet d'avocats qui conseille Lyon-Turin Ferroviaire. Personne ne m'a rien dit. Alors vous comprenez bien que quand vous demandez si c'est du vent, il ne faut pas s'étonner que les gens passent aujourd'hui, dans cette situation électorale extrêmement grave, de la méfiance à la défiance. La défiance est semée par ces pratiques. C'est pour ça qu'on occupe des terrains. Ces pratiques sont inacceptables. La transparence fait que la moindre des choses, c'est que l'on dit d'où l'on parle et qui est autour de la table. Moi, je voudrais juste qu'on reformule les propositions. Non, mais il y a des propositions à la suite de cela, le rapport Richard, et il y a des ordonnances. Pour rendre cet outil démocratique. Il y a des ordonnances qui sont sorties le 3 août. Je peux vous citer plusieurs innovations majeures. Premier élément absolument fondamental, c'est le droit d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que désormais, pour les grands projets, un certain nombre de citoyens, pour les très grands projets, 10 000 citoyens vont pouvoir saisir la CNDP pour demander un débat public. Pour les petits projets, 20% de la population concernée vont pouvoir saisir le préfet pour demander un débat public. Ça, c'est un élément vraiment très très important. Éviter qu'on fasse avancer des projets qui n'aboutiront pas, hein, qui créent du désordre, et donc les mauvais projets... Qui créent de la dette publique, on est à 46 milliards sur Réseau Ferré France. Les mauvais projets, il faut les arrêter. 46 milliards de dette publique, 2200 milliards de dette publique. Alors on va passer à ce cap-là. Deuxièmement, sur les projets de réforme de politique publique, 500 000 citoyens ou 60 parlementaires vont pouvoir saisir la CNDP pour faire un débat sur les projets de politique publique, réforme de politique publique. Ça, c'est un élément totalement nouveau. Troisième innovation, débat public obligatoire pour les plans et programmes de niveau national. C'est-à-dire, par exemple, les schémas nationaux de transport fera l'objet d'un débat public organisé par la CNDP, les schémas sur les plans, par exemple, sur les déchets, plan national des déchets radioactifs, etc. Ça, c'est pour quand, tout ça ? 1er janvier 2017. Autre élément, développement des contrats d'expertise.
Autre élément, maintien d'un continuum de participation tout au long des projets. Parce qu'effectivement, le débat public... Donc le débat public va prendre un coup de neuf, là. Non mais attendez. Non, un coup de démocratie, mais absolument. Monsieur Léry, Garant- on arrive à la fin, si je pouvais dire un petit mot. Mais sur les débats publics. Sur les débats publics, parfaitement. Dans le même temps, vous avez une décision du Conseil d'État qui annule la décision d'utilité publique, le décret d'utilité publique sur Poitiers-Limoges. La première chose que fait le secrétaire d'État chargé au transport, Alain Vidalis, qui viole toutes les lois, il dit, et François Hollande, président de la République, il dit « Je vais voir, on va relancer ce projet ». Tout ce que vous venez de nous dire n'est que du discours, Monsieur Léry. Je le regrette. Je vous engage à une seule chose. Juste un instant. Non, j'aimerais qu'on conclue par une note je positive. Conclue. Une note très positive. Je vais le faire. Je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes très positifs. Nous sommes des opposants car nous opposons des solutions. Je n'ai qu'une chose à dire comme note positive. Arrêtons les discours. Rentrons dans l'application réelle de la démocratie. Écoutez les citoyens. C'est le sens même de la Constitution. C'est ce qui sauvera notre démocratie, c'est ce qui sauvera notre République dans cette période de défiance. C'est votre responsabilité, monsieur. Vous savez, notre slogan, c'est vous donner la parole et la faire entendre. Merci à vous pour votre contribution. Merci à vous, c'est très gentil de nous avoir invités. Merci aux internautes de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.